Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable proposé par Floqueo. Toute la semaine, nous avons fait voyager en Amérique latine et aujourd'hui, nous posons nos bagages sur la terre pionnière du tourisme durable, le Costa Rica. Nous sommes donc partis à la découverte de Laura qui travaille dans l'agence de voyage Terra Caribea. Bonjour Laura, bienvenue et merci de participer à ce podcast. Merci beaucoup pour l'invitation également. Donc moi je suis Laura Grenouillet. J'avais pour rêve de venir au Costa Rica. C'est un pays qui m'a toujours beaucoup attirée. J'ai été sensibilisée de par les différents reportages que j'ai pu voir à la télé, les articles de presse, ou encore dans mes recherches Google à titre perso. J'ai toujours été attirée par ce petit pays vert, riche en biodiversité. Je suis aussi très sensible au bonheur des populations locales et c'est vrai que le Costa Rica s'est très vite montré comme un pays où les gens sont les plus heureux au monde. Ça, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Donc, c'est tout naturellement que j'ai voulu poser mes bagages dans ce petit pays d'Amérique centrale. Et donc, maintenant, ça fait 3 ans et demi que je suis dans une petite campagne du Costa Rica, bien installée. Je travaille dans une agence de voyage qui s'appelle Terra Caribea. On est une petite agence de francophones basée du coup à Heredia, proche de l'aéroport. Et donc notre mission tous les jours, c'est de justement partager notre passion du voyage, notre passion du pays du coup, dans lequel on vit à des voyageurs français ou francophones. On leur crée des voyages sur mesure. On leur partage nos petits coups de cœur, nos pépites qu'on a pu rencontrer pendant nos week-ends ou nos voyages dans le pays. Notre mission au sein de Terra Caribea, c'est de vraiment cerner le rêve du voyageur. Chaque voyageur est différent, donc chaque itinéraire est unique. On a pour ADN, ou en tout cas pour objectif, de sensibiliser les voyageurs justement au territoire local, à toutes les expériences proches des Costariciens là pour le Costa Rica. On va essayer de promouvoir par exemple des petites fermes locales, des petites familles. On ne va pas proposer de gros établissements hôteliers, par exemple, ou un gros tour opérateur, mais on va vraiment essayer de respecter l'économie locale et le territoire costaricien pour le montrer en toute humilité aux voyageurs pour qu'ils aient l'expérience la plus éthique et la plus proche des locaux. Et donc, le Costa Rica, c'est le pays pionnier du tourisme durable. Si je ne me trompe pas, même, c'est le premier pays à s'être vraiment engagé dans une politique de tourisme durable. Comment ça s'explique ? Alors, c'est tout à fait vrai. Et pour y vivre, vraiment, je peux vous dire que ce n'est pas qu'un côté marketing. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas parce que dans les années 1950, il y a eu une grosse déforestation, de gros incendies. Et justement, c'est de là en fait que sont nées plusieurs manifestations, notamment des groupes d'étudiants ou associations qui se sont battus. Et ils se sont fait entendre puisqu'à partir de 1970, le gouvernement a compris que la richesse du Costa Rica, c'était peut-être pas l'or, c'était peut-être pas les banques ou autres activités, mais que c'était sa nature. Et depuis cette période-là, maintenant on parle plus vers les années 90, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Par exemple, il y a eu l'apparition de réserves naturelles, la détermination de parcs nationaux. Et du coup, rapidement, il y a eu, aujourd'hui, plus de 65% du territoire costaricien, ce sont des réserves naturelles ou parcs nationaux. Donc, on est dans un pays vert, totalement vert, préservé. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les touristes, on les sensibilise à ça, parce que, par exemple, pour faire chaque activité ou pour aller dans un petit écolodge, il y a souvent une contribution financière à donner justement à ce parc ou cette activité ou ce prestataire locaux pour encourager la préservation de l'environnement, de leur réserve naturelle. Et comme vous le disiez du coup tout à l'heure, le Costa Rica, c'est l'un des endroits du monde avec la plus grande concentration de biodiversité, surtout sur un territoire aussi petit. Quelles espèces endémiques, emblématiques du pays, les touristes peuvent venir découvrir et puis protéger en se rendant au Costa Rica ? Alors, il y en a tout un panel. Je vais avoir du mal à les sélectionner. Après, c'est vrai que il faut toujours déjà se renseigner sur les saisons
c'est toujours mieux avant de partir. On va dire que dans les espèces endémiques, emblématiques, je vais quand même citer les baleines. Par exemple, sur la côte Pacifique, il y a une étape où viennent se reproduire les baleines 2 fois par an. Donc oui, les baleines. Il y a également le fameux quetzal. Il y a énormément d'oiseaux dans ce petit pays. Et le quetzal, c'est l'oiseau un peu mythique du Costa Rica qu'on essaye d'aller chercher. On se lève tôt le matin pour aller le voir. Il y a le tapir aussi, qui est vraiment en voie d'extinction et pourtant on le trouve encore dans certaines régions. Alors attention, pas partout, mais il y a encore. Voilà, il y a beaucoup de singes aussi, le jaguar. Bon, ça, on n'a pas trop envie de le croiser sur sa route, mais bon, il existe aussi. Je pourrais parler des toucans, des paresseux. Enfin bon, il y a énormément d'animaux. Et puis le Costa Rica aussi a énormément de centres de protection des animaux, ce qu'on appelle ici les rescates. Il y en a beaucoup. Et leur but, c'est vraiment d'être honnête sur la vie de chaque animal, de sensibiliser les touristes qui viennent à leur rencontre sur quel est le parcours de cet animal, pourquoi il est accueilli dans ce centre, comment on l'accueille, comment on le soigne, qu'est-ce qu'on lui donne à manger. Et puis, il peut y avoir un côté volontariat que nous, en tout cas, on encourage à faire. C'est sympa, on voit qu'il y a une nourriture adaptée à chaque animal, quels soins particuliers pour tel ou tel historique de l'animal. Donc voilà, ça, il y en a une bonne dizaine dans le pays. Et souvent, la contribution est en fait un don pour ces centres de protection animalière. Okay. Vous avez des noms de centres de protection que vous pouvez conseiller si jamais on se rend au Costa Rica, avec qui vous travaillez? Alors oui, tout à fait. Il y en a pas mal. Il y en a un qui est assez connu, qui est le Jaguar Rescue Center. Il est assez connu parce qu'il accueille beaucoup de bénévoles internationaux, voilà, notamment européens d'ailleurs. Donc celui-ci est assez important et puis il a une situation géographique aussi entre le Costa Rica et le Panama. C'est pour ça qu'il accueille aussi des animaux soit du Panama ou du Costa Rica. Il y en a une autre un peu plus locale dans la région d'Arenal et son volcan qui s'appelle la Fondation Aziz, ASIS, qui est un centre un petit peu plus petit, mais qui engage même à la journée au volontariat. C'est ce que je disais précédemment, où là vraiment on peut participer, on peut avoir une bonne action justement pour ces animaux. Si on se met dans la peau d'un touriste qui vient donc, pour la première fois au Costa Rica, donc voilà, entre les volcans, l'océan Pacifique, les Caraïbes, la jungle, il y a vraiment plein de choses à faire. Ça peut être difficile, je pense, de faire un choix. Est-ce que vous avez un conseil d'un parc naturel à privilégier, d'une côte, plutôt Caraïbes, Pacifique Par où commencer quand on se rend au Costa Rica pour la première fois? Alors oui, c'est souvent la question qu'on nous demande au tout début. C'est un petit pays, mais très, très varié, avec une pluralité d'expériences différentes. La côte Caraïbe, la côte Pacifique, les réserves naturelles, les eaux thermales, des treks. Bref, il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. Donc l'idéal, c'est d'avoir déjà 14 jours, voire plus. On a des voyageurs qui aiment prendre le temps, qui aiment justement voir un maximum de choses, mais quand même en prenant le temps de découvrir chaque étape, de rencontrer les locaux. Et c'est vraiment ce qu'on incite à faire. C'est un petit pays, mais les temps de route, attention, ne sont pas sous-estimés. C'est pour ça d'ailleurs que il y a un dénivelé important. Donc il faut le prendre en compte quand on construit son voyage. En tout cas, prendre en compte que oui, la saison sèche, la meilleure saison, c'est de décembre à avril, mais ne pas s'arrêter à ça. La saison dite verte, qui est donc la saison, pas des pluies forcément, mais c'est toujours, on a de très belles météos le matin et c'est l'après-midi où on peut rencontrer des pluies tropicales. Et au final, ça fait partie de l'expérience. C'est aussi une période où, en termes de biodiversité, c'est plus dense. On a un pays qui est plus vert, avec beaucoup plus de faune et de flore présentes. Donc, on va dire que j'encourage en tout cas de venir en cette saison-là, avec une affluence touristique plus faible. Et du coup, on arrive à avoir plus de temps pour rencontrer les locaux, à rencontrer plus d'animaux sur son passage. Et puis, pouvoir profiter soit de la côte Caraïbe, soit de la côte Pacifique. Ça, encore une fois, il y en a pour tous les goûts. On peut avoir une expérience très différente du Pacifique Nord au Pacifique Sud, comme du Caraïbe Sud au Caraïbe Nord. Donc, pas de parc spécifique à privilégier, en tout cas. Donc là, on a pas mal parlé de la biodiversité, de la nature, des animaux, mais pas trop de la culture costaricaine. Et c'est vrai que même généralement, on en entend beaucoup moins parler
Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire la culture au Costa Rica, qu'est-ce que c'est? On entend souvent parler de la pura vida. Bah, la pura vida, moi, c'est vraiment ce qui m'a attirée. Vraiment, quand je parlais tout à l'heure du bonheur des populations locales, j'étais très curieuse de comprendre ce qu'était vraiment cette pura vida. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien. On la ressent tous les jours dans la manière de côtoyer les locaux, dans la manière de voir un sourire sur notre passage. Cet échange-là, il est important quand on vient au Costa Rica. C'est pour ça aussi que ne pas s'arrêter à des hôtels de grosses structures, au contraire, ça ne fait pas partie du charme du Costa Rica, mais plutôt privilégier ces petites fermes, ces petits éco-lodges dont on entend beaucoup parler. On a énormément de petites structures, de petits lodges qui sont autour de 10 chambres, voire moins. Et c'est là, en fait, où on va pouvoir avoir un temps privilégié avec ses propriétaires ou ses locaux. Ils vont nous emmener faire une petite balade, par exemple, autour de leur lodge pour aller à la rencontre de leur plantation de café, de papaye, pour découvrir une cascade, pourquoi pas cachée derrière le lodge. Et ça, c'est vraiment des moments d'échange privilégiés. C'est pour ça que c'est intéressant de rester pas mal de temps dans chaque étape et de ne pas courir tous les jours, parce que c'est là où en fait on voit la richesse du pays, on comprend le sens de la Pura Vida. Donc oui, vraiment, quand on vient au Costa Rica, c'est pour aussi partager avec les locaux. Faut savoir que le Costa Rica compte 8 communautés indigènes. Il y en a aujourd'hui qui sont encore assez présentes. Ça, c'est pour des gens, par contre, qui veulent une immersion. C'est vraiment quelque chose de particulier où il faut y aller dans le but d'aller voir une communauté, de comprendre ses coutumes, ses traditions. C'est très rudimentaire, mais c'est une expérience, en tout cas, pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur découverte de l'aventure et des savoir-faire ancestraux. C'est quelque chose à privilégier dans son voyage. Est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner aux futurs touristes qui aimeraient aller au Costa Rica, notamment en termes de comportement éco-responsable à adopter pour voyager le plus durablement possible au Costa Rica? Tout à fait. Eh bien, si je devrais faire une petite liste de bons comportements pour profiter de son expérience pleinement au Costa Rica, ben, ce serait, comme je l'ai dit avant, de voyager en saison basse déjà. L'expérience sera plus enrichissante en termes humains comme en termes de découverte de la biodiversité du petit pays. Privilégier des éco-lodges, des établissements de petites structures où on peut se rapprocher des locaux, avoir des moments d'échange. Manger local, il y a plein de petits restaurants en bord de route qu'on appelle les sodas notamment. Je dirais aussi de ne pas s'arrêter dans les magasins de souvenirs, mais plutôt de profiter de sa visite de ferme, de petits tours de café chez la petite mama locale pour aller acheter son produit vraiment qui a été cultivé par cette même famille. Ou quand je vous parlais des éco-lodges où ils ont des plantations de papaye, ils vont faire de la confiture. C'est vraiment les souvenirs-là que je conseille de rapporter au Costa Rica qui ont beaucoup plus de sens et qui sont faits main. Ne pas oublier sa gourde, essentiel au Costa Rica, sachant qu'en plus, dans la plupart des parcs nationaux, maintenant, il est interdit d'avoir sa bouteille en plastique. Donc, toujours avoir sa gourde avec soi. Et le dernier petit conseil qui rejoint un peu la gourde, c'est d'avoir toujours son tote bag ou son petit sac en tissu avec soi. Pareil, depuis cette année, depuis 2021, le Costa Rica engage chaque personne, chaque loco comme chaque voyageur à enlever le plastique, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les supermarchés. On a entendu pendant à peu près 6 mois la petite pub No más bolsas plásticas, plus de poches plastiques. Et donc, ils encouragent justement tout le monde à avoir son sac en tissu pour aller faire son marché ou pour son quotidien. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Eh bien, pour reprendre un petit peu le rôle de l'agence, c'est vrai que Terra Caribea, on est une petite équipe de Français. On est parti rejoindre ce joyau vert et décider justement de faire de notre passion du voyage un métier. Je peux vous dire qu'on a tous des parcours et des histoires assez différentes et inédites. Un autre point qui nous rallie justement, c'est cette volonté de vouloir sensibiliser les voyageurs, de leur faire passer un séjour inoubliable et de les rapprocher de notre quotidien au final, d'aller au plus proche des locaux, d'aller voir ces petites familles que nous on connaît.
Voilà, un voyage, on va dire, riche, responsable, bon, évidemment, à l'image de chaque voyageur. Et puis voilà, nous, notre but, on va dire, c'est qu'ils connaissent la pura vida. La pura vida résume beaucoup de choses. Et maintenant que vous avez goûté du coup à la Pura Vida depuis 3 ans, est-ce que vous voulez revenir en France un jour? Eh bien, ce voyage-là n'est pas prévu pour l'instant. Merci beaucoup Laura de nous avoir permis de voyager le temps d'un instant au Costa Rica. Merci à vous, fidèles auditeurs, merci pour vos retours. Ils nous poussent à vous offrir toujours plus de contenu. On espère que cette rencontre vous aura transporté dans la Pura Vida. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, nous vous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez bien sûr approfondir vos recherches sur le Costa Rica en vous rendant sur le site de l'agence Terra Caribea. Et pour prolonger l'aventure, n'oubliez pas que vous pouvez faire des réservations de voyage complètes grâce à notre plateforme flokeo.com en naviguant sur notre carte des destinations durables. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.